Merci d'être resté avec nous. Partiel ou complet, continu ou intermittent, le jeûne est pratiqué de plus en plus par de plus en plus de personnes en France. C'est une pratique millénaire. Le plus vieux témoignage du jeûne date du XIIIe siècle avant notre ère. En Égypte, quelques siècles plus tard, Hippocrate conseille lui-même, Hippocrate, de jeûner. Alors, jeûne diététique ou thérapeutique, ces restrictions caloriques sont-elles vraiment bonnes pour notre organisme? Avant de répondre à toutes vos questions, on va voir ce que le jeûne induit sur le fonctionnement de notre corps. Quand il est privé d'aliments pendant un ou plusieurs jours, voire plusieurs semaines, notre corps fait face à ce manque de carburant. Heureusement, il peut continuer à fonctionner en puisant dans les ressources dont il dispose. On va distinguer, Michel, 3 phases. Oui, le premier jour, l'organisme utilise le glucose disponible directement dans le sang, puis il pioche dans celui qui est stocké dans le foie sous forme de ce qu'on appelle le glycogène. C'est forcément une solution de très courte durée. Dès le deuxième jour, les réserves en glucose et en glycogène sont épuisées. La plupart des cellules vont alors trouver un plan B et elles vont puiser dans le tissu adipeux, c'est-à-dire les réserves en graisse. Mais certains tissus, comme les cellules du sang ou du cerveau, ne se contentent pas de cette solution et vont puiser dans le tissu musculaire, transformer les protéines en glucose. Pour ceux qui ont fait médecine, c'est la néoglucogénèse. C'est très compliqué ça. Oui. Et après le 5e jour, le corps entre dans une phase où il cherche à épargner son stock de protéines. Le foie et les reins vont alors fabriquer des molécules de substitution, les corps cétoniques, qui vont être utilisées par le cerveau à la place du glucose. On appelle ça la cétogénèse. Ça aussi, c'était horrible. Pour répondre à toutes vos questions, 2 invités. Le professeur Jean-François Toussaint, bonjour. Physiologiste, directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Et le docteur Patrick Serog, médecin nutritionniste, bonjour. Bonjour. Alors, quelqu'un qui fait 2 repas par jour uniquement, matin et soir, et qui jeûne pendant 12 heures, est-ce néfaste? Non, faire 2 repas par jour, c'est pas néfaste du tout. On peut faire même moins. Dans certaines civilisations, on arrive à 1 repas par jour et c'est tout à fait possible. À partir du moment où on a une quantité d'énergie suffisante pour pouvoir fonctionner, ça c'est le premier point. Une quantité de protéines surtout nécessaire pour pouvoir justement, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, ne pas puiser sur ses réserves musculaires. Et est-ce qu'on peut éduquer notre corps? Vous qui êtes physiologiste, c'est-à-dire vous connaissez bien tout le fonctionnement de l'organisme, est-ce que si par exemple on décide de prendre un seul repas par jour le matin, et qu'on prend avec ce qu'il faut suffisamment pour avoir l'énergie dans la journée, est-ce que l'organisme va finir par s'adapter et ne plus avoir faim dans la journée, ne plus avoir des périodes où on manque de sucre, etc. ou pas? Absolument, il y a une grande partie qui est d'ordre culturel aussi dans ce domaine-là. Il y a une partie énergétique qui est essentielle, il y a une partie hédonique autour du plaisir que l'on prend et de la rétribution qu'on va avoir, mais il y a une grande partie qui est culturelle et cette partie-là, elle dépend aussi de ce que sont les moyens à disposition. Et il est très probable d'ailleurs que cette unicité d'un repas quotidien a été probablement l'une des plus longues périodes sur lesquelles on a réglé nos habitudes alimentaires. Donc le fait d'avoir maintenant 3 repas, voire plus, sur les collations qu'on peut avoir, est assez dissocié avec la façon dont nous avons évolué. Et donc c'est un des éléments qui va très clairement remettre le jeûne au cœur de la question du traitement, de la régulation du poids et de la question de l'obésité dans l'ensemble des sociétés développées actuellement. J'ai un anneau gastrique, donc c'est un anneau qui est posé pour resserrer l'estomac chez les personnes obèses. Est-ce qu'il est possible de jeûner ou est-ce dangereux pour la santé? L'anneau gastrique ne change rien du tout au problème. Déjà avec l'anneau gastrique, normalement, quand il fonctionne, les quantités alimentaires qui vont être absorbées vont être moindres, tout simplement parce qu'on a un petit estomac qui ne peut pas se dilater au-delà d'un certain volume. Et donc ça ne va strictement rien changer à la possibilité du jeûne. Le jeûne a-t-il un effet détox sur l'organisme, demande Florence. Tout le monde rêve toujours de détox. Juste pour revenir avant, l'une des questions aussi sur l'importance de l'anneau gastrique et donc des interactions est aussi celui sur lequel on va devoir juger au moyen et au long terme les impacts de ces thérapies. Et ce dont on se rend compte actuellement sur la chirurgie bariatrique qui concerne l'ensemble de ces anneaux, c'est qu'on a plus de 50% des patients qui reviennent au poids qui était celui d'avant la chirurgie, voire plus, dans les 3 à 5 années qui suivent. Donc les études de très long terme qu'on a maintenant montrent que si cette option a été très intéressante sur le court terme, dans des phases aiguës et dangereuses, en fait, sur le très long terme, on reste dans un énorme problème de gestion de finalement, la fonction qui est seulement avec l'anneau ou avec autonome. toutes les chirurgies de l'estomac?
Principalement sur l'anneau. L'anneau, c'est un échec. Oui, l'anneau, c'est un échec, on peut le dire aujourd'hui. Pourquoi continuer à opposer On continue à opposer quand les gens ne veulent pas une chirurgie plus lourde. C'est ça le problème. Ils ont besoin, mais ils ne veulent pas accéder à ça. Parce qu'il y a d'autres chirurgies dont on parle souvent dans le magazine. On enlève une partie de l'estomac, ou on Voilà, raccorde, ça, ou on chante. ou le bypass, bon, mais toujours est-il que... l'anneau est un échec. L'anneau est un échec, oui. Oui, parce que d'abord, l'anneau se dilate, on le resserre, mais après, ça ne marche plus très bien. Il y a des complications à l'anneau qui sont un peu plus fréquentes que les autres, pour les autres types d'interventions. Et donc, finalement, souvent, on le retire, au bout d'un moment. Donc on a une vraie difficulté là qui est celle justement de trouver les conditions qui permettent d'avoir chaque jour une capacité à se réguler soi-même en dehors de méthodes très lourdes comme ces méthodes chirurgicales. La pratique du jeûne n'est-elle pas liée à des pratiques sectaires, demande Léa? Alors on trouve de tout dans ce domaine, des charlatans, des sectes, des purifications. Alors on parlait des détoxifications tout à l'heure, mais la question qui est celle d'une philosophie, d'une appréciation, d'une interprétation de l'environnement et de sa vie autour des questions que l'on fait, de cette fonction de survie essentielle, l'apport d'énergie, l'apport de nourriture, va être grevé de toute une série de discours qui peuvent aller jusqu'à l'embrigadement dangereux. Donc il est important dans ces questions-là de voir ce que sont les aspects exacts, précis, de la façon dont fonctionne le jeûne. Vous en avez détaillé quelques éléments au début, d'en voir les impacts sur la réalité clinique, ce que Patrick disait sur ce domaine, et surtout à partir de là, de donner les clés à chacun de ses choix en dehors d'une question d'embrigadement. Est-ce que, pour autant, on est capable de juguler les discours sectaires qui vont n'utiliser le jeûne que parmi tant d'autres arguments? Évidemment, le combat est beaucoup plus large dans cette domaine-là. Les discours sectaires se basent aussi sur tout ce qu'on raconte autour du fait qu'on s'empoisonne à chaque fois qu'on mange quelque chose, qu'il y a plein de produits chimiques, tout ça, et ce qui fait que les gens finissent par vouloir ne plus consommer du tout. C'est mieux que de consommer du poison. Là aussi, cette question sur actuellement à la fois le discours bio, la question de la nourriture, production locale, les AMAP, la question qui ont toutes des aspects extrêmement positifs, mais qui en même temps viennent contredire une forme de super-utilisation qui est celle de la société de consommation des grandes surfaces qui, elles, ont besoin de production et donc de pesticides. Toute la question de l'environnement producteur d'énergie pour ensuite venir faire ce choix de la nourriture que l'on va prendre est très clairement remis en question par l'ensemble de ces points. Il faut faire le tri dans tout ça. On va aller voir un stage très tendance. Oui, en France, les stages de jeûne et randonnée remportent un succès grandissant. Alors pour savoir comment se passent ces stages, Delphine Renaud, Marc Lavestroux et Philippe Chalougny ont suivi pendant une journée un groupe de randonneurs jeûneurs. Ce groupe de randonneurs se prépare pour une journée d'excursion. Pourtant ici, pas de petit déjeuner, mais seulement un bol de jus de pomme. On pourrait croire que jeûner et randonnée, c'est une décision complètement artificielle, mais c'est la chose la plus naturelle qui soit. Depuis une semaine, ces randonneurs jeûnent. Ils suivent la méthode allemande du docteur Puschinker qui repose sur la consommation exclusive de jus, d'eau et de bouillon. Vous restez bien dans votre respiration et vous profitez pleinement de cette ascension de la montagne d'Angèle. Des randonnées quotidiennes en pleine nature, l'objectif n'est pas d'être dans la performance, mais de trouver son rythme et d'être à l'écoute de son corps. Bah pour l'instant, ça va, oui. Après, forcément, dès que ça va monter plus, je dégoulinerai. Puis, entre l'altitude et l'effort, mais bon, ça va, ça se tient. Pour faire ces randonnées sans apport nutritionnel solide, les organismes de chaque participant puissent dans leur réserve de graisse. Alors ils sont en état d'autorestauration. Le corps se sert à la carte dans les réserves et on en a suffisamment. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie qui arrive par petits apports. Là ce matin avant de partir, j'ai expliqué à chacun de marcher à son rythme, de s'arrêter quand il ressentait le besoin. Parce que contrairement à quelqu'un qui randonne en mangeant, en déballant le pique-nique arrivé en haut, la personne qui jeûne va avoir de l'énergie qui va arriver régulièrement, mais par petites quantités. Si les premiers jours de jeûne ne sont pas faciles physiquement, très vite le corps s'adapte et s'habitue à cette restriction calorique. La sensation de faim, on la ressent très peu, la faim, curieusement, mais on est dans un état très bizarre.
J'ai l'impression d'avoir la tête en coton, des mauvais goûts, des tas de trucs étranges et une terrible faiblesse pendant quelques jours. Mais là, franchement, c'est le 5e jour, je crois, ça revient bien. C'est pas vraiment une partie de plaisir fantastique, quoi. On souffre parfois un petit peu, mais on sent au bout d'une semaine que ça se dégage, qu'on se sent bien et c'est pour ça qu'on revient, parce que si c'était si désagréable que ça, on ne reviendrait pas, quoi. Enfin, on sent que ça fait vraiment du bien, profondément. Ce qui est important, c'est que les personnes qui viennent ici soient en bonne santé, capables de marcher. Après, bien sûr, femmes enceintes, c'est déconseillé, personnes fatiguées. C'est important qu'elles prennent d'abord des vacances, qu'elles se mettent en bonne condition pour venir jeûner. Pour ces participants, l'effet de groupe a joué un rôle important dans les moments de doute ou de faiblesse causés par cette diète. Au début, on est un peu timide dans les partages, mais au final, tout le monde se demande comment ça va et on apprend de tout le monde, quoi. Celui qui a eu mal au cœur, celui qui a mal au crâne, comment ça se passe, comment ça évolue, comment on peut s'aider. Vraiment, l'échange est hyper important. Je pense que moi, toute seule, vraiment, je pense que je ne pourrais pas le faire. Même si le jeûne nous donne des ressources vraiment inconnues auparavant, mais je pense que l'effet de groupe est le facteur clé. Ouais. Là, c'est un champ Nisope sauvage. Balade, découverte de la nature, yoga, repos. Pour ces participants, cette semaine est aussi l'occasion de faire une pause dans leur quotidien et d'être dans une démarche spirituelle et de bien-être. Très souvent, ce sont des gens qui sont arrivés à tel point dans leur vie où il faut prendre une décision. Ils disent pour faire table rase, je fais une retraite, je me retire de la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, c'est tout d'abord manger. Alors on se retire tellement de la vie de tous les jours qu'on prend une distance et la décision à prendre est plus facile à prendre à ce moment-là. Souvent les gens viennent pour ça. Et en fait, moi, ma démarche, c'est de réfléchir, de laisser de l'espace à des problématiques que j'ai en ce moment dans ma vie. Du coup, c'est vraiment laisser de l'espace au corps et au cerveau de se poser les bonnes questions sans être peut-être pollué par une digestion ou une vie, enfin, ouais, ou la vie de tous les jours, quoi. C'est vrai qu'un cadre comme ça aide aussi à la liberté d'esprit. Apparu dans les années 90 en France, aujourd'hui, il existe une trentaine d'organismes proposant ces stages. Des séjours qui remportent de plus en plus de succès. Chaque année, environ 5000 personnes y participent. Alors, Eliana, à partir de quel âge on peut jeûner sans risque? Alors, il ne s'agit pas de ne pas manger parce qu'on n'a pas faim, mais à partir de quel âge un parent, par exemple, peut imposer un jeûne à son enfant? On ne doit pas imposer d'abord un jeûne à son enfant, c'est la première des choses. Deuxièmement, en ce qui concerne l'âge, il faut attendre la maturité. Bon. Et puis ensuite, quel que soit l'âge, il faut quand même vérifier que les conditions, dirons-nous, de santé sont là et qu'on n'a pas d'autres problèmes de santé que le jeûne va venir aggraver. Et puis deuxièmement, le jeûne pour maigrir, il faut quand même le rappeler, n'est pas une bonne technique. Alors pourquoi ce n'est pas une bonne technique? C'est vrai qu'on perd spectaculairement du poids. Oui, là, pendant ces stages-là, les gens disent qu'effectivement, ils perdent plusieurs kilos en une semaine. Hein. Bien sûr, ils vont perdre du gras, ils vont perdre un petit peu de muscle, ils vont perdre beaucoup d'eau, d'abord. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que là, si on veut arriver à stabiliser le poids, parce que l'objectif, ce n'est pas tellement de maigrir, c'est surtout de stabiliser le nouveau poids, eh bien, il faut pour cela une réalimentation qui est très difficile à faire. Et ça, il faut le dire aux gens, c'est très difficile à réaliser pour stabiliser son poids durablement. Mais surtout, si, comme on entend, ils n'étaient pas dans le plaisir, ce que les gens disent, c'est quand même, c'est pas une partie de plaisir. Donc forcément, on se dit que quand ils vont arrêter cette phase de jeûne, ils vont se ruer un petit peu sur la nourriture par plaisir aussi. Et ça, c'est un des problèmes, effectivement, difficiles à équilibrer. C'est-à-dire que sur la capacité que l'on a, y compris pendant le jeûne, c'est-à-dire qu'on va avoir des parcours et des voies qui vont venir stimuler les centres, qui vont eux-mêmes aller rechercher ensuite les aliments qui apportent en général le plus de plaisir, aliments gras, aliments sucrés, hein, c'est aussi une raison de l'épidémie d'obésité, mais d'avoir à un moment donné cette capacité à discriminer ça pour redonner un cadre correct et un équilibre entre l'ensemble de ces éléments qui doivent être végétaux, qui doivent être sur les protéines végétales. Mais il faut avoir des conditions de plaisir pour en profiter. On voit bien que là, ce n'était pas tout à fait le cas, en tout cas par tous les participants. Hein. Et pourtant, il y a
une capacité à se dire au bout de 1, 2, 3 semaines après le régime, tiens, finalement, ça va mieux, ça passe mieux, je me sens plus à l'aise, plus léger, quand on a été en surpoids. Attention, si on était de poids normal, le fait de perdre 10 kilos n'est pas forcément une bonne chose, surtout si trop jeune ou trop âgé, on est dans des conditions de vulnérabilité. C'est une question de Julie qui demande si on peut jeûner sur quelques jours quand on est très mince. Elle a une IMC à 17, donc effectivement, elle est très mince. Alors, surtout pas, parce que jeûner quand on a un IMC à 17... Elle est maigre. D'abord, elle est maigre, elle est même très maigre, hein, donc c'est presque... On est à la limite. Non, mais 17, c'est à la limite de la pathologie. Non, pardon, c'est à 17, non, je sais pas quel âge elle a. Le risque, c'est de déclencher l'anorexie, il faut le dire carrément, c'est de vraiment déclencher l'anorexie mentale, de vouloir essayer de faire ça. Elle va avoir un tel plaisir à perdre ces quelques kilos qu'elle peut déclencher cette maladie extrêmement grave, et donc surtout pas. Il y a une grande mode, quelque chose dont on parle beaucoup, c'est le jeûne de 16 heures, avec un repas juste le soir. Est-ce que c'est dangereux quand on fait du sport en compétition ? Alors, le jeûne et le sport, on le voit très souvent, enfin très régulièrement, dans les années précédentes, puisque le ramadan était en été, avec les grandes compétitions, on le voit très souvent. On jeûne dans la journée, hein. On mange lever du soleil et coucher. Lever et coucher du soleil pendant l'été, donc pendant les journées les plus longues, on a toute une série d'études très nombreuses qui ont regardé ce qu'étaient les modifications physiologiques, les modifications métaboliques et l'impact sur la performance. L'impact sur la performance est très faible, il est probablement de 1 ou 2%, c'est-à-dire que dans le bruit de fond, on arrive difficilement à mesurer cet effet, mais par contre, on a tous les classiques effets que ressentent l'ensemble des croyants qui, eux, souhaitent suivre les recommandations dans ce domaine. Donc, en ce qui concerne le sport de haut niveau, c'est clair que compte tenu de la dépense énergétique, compte tenu des équilibres, là encore, nécessaires entre protéines, lipides, glucides, c'est pas tout à fait souhaitable. Et du coup, un certain nombre de sportifs fidèles souhaitent soit décaler à la période de Ramadan, soit éventuellement trouvent des accommodations, mais qui ont toujours une partie de perturbation sur le temps nécessaire pour compenser dans les premières heures de la nuit, et qui elles-mêmes vont réduire une partie du temps de sommeil, etc. Donc ces équilibres-là sont difficiles, mais on n'en a pas vu un impact majeur sur la performance. On sait qu'il existe, qu'il est très probable, mais il n'est pas majeur. Et sinon, en dehors du sport, le jeûne de 16 heures, là, il parle de 16 heures avec un repas juste le soir. Est-ce que pour ceux qui le souhaitent, c'est mieux de sauter les repas du matin, du soir ? Qu'est-ce qui est mieux ? Non, ou ça n'a aucun intérêt de toute façon. Bon, sauter des repas, par exemple, on parle là du jeûne séquentiel en fait souvent. Bon. Le jeûne séquentiel, c'est lorsqu'on va faire un repas ou qu'on va sauter un repas, ça n'a aucune espèce d'importance. On peut tout à fait sauter le repas. C'est vrai qu'on va réduire la quantité calorique sur une semaine, par exemple, donc ça a un petit effet positif, mais ce n'est pas un vrai jeûne. Par contre, si on doit reproduire ce jeûne tous les jours de cette manière-là, à ce moment-là, ça pose un certain nombre de problèmes de vie et aussi un problème d'adaptation. Et ce n'est pas sûr qu'on ait un bénéfice à long terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on fait un très gros repas le soir, c'est toujours plus difficile après pour la nuit. Donc on a plus intérêt à le faire dans la matinée ou dans l'après-midi. Alors, une fois de plus, la question du long terme est vraiment au cœur de la question. Parce que, est-ce qu'on en a un bénéfice ou pas sur le très long terme ? La question de la quantité nécessaire actuellement sur les gabarits que sont devenus ceux de l'ensemble des citoyens des pays développés, on voit bien que sur cet aspect, il y a nécessité, là encore, de trouver les quantités conséquentes qui permettent de répondre à ces besoins. Et ça va avoir un impact, y compris sur la longévité. Tout ce que l'on a pour l'instant sur l'ensemble des études animales, on ne les a pas encore sur les études humaines, pose la question de est-ce que oui ou non, il y a un impact sur cet aspect-là. Puis le deuxième, très clair, à la restriction alimentaire. C'est-à-dire que toutes les études animales, chez en particulier les mammifères, les primates, etc., montrent que quand on est en situation ad libitum, donc laisser la nutrition au choix de l'animal, le fait de réduire de 30%, donc un tiers, ce qui correspondrait presque à sauter un repas par jour, va avoir des effets sur la qualité de vie, sur les performances, sur les qualités de l'ensemble des organes fonctionnels et sur la durée de vie
sur la longévité. C'est souvent ça sur la population, une population japonaise, je ne sais plus de quelle île, effectivement, qui sont en restriction alimentaire. Effectivement, comme il n'y a pas de groupe contrôle, toutes ces questions sont posées à partir de une longévité plus importante, malgré tout. La longévité est posée par rapport à tout l'environnement et le génome de cette population. La question, c'est est-ce qu'on a cet impact possible sur l'ensemble des populations, de l'ensemble des pays de la planète. Et ça, c'est très clairement un des points sur lesquels on voit actuellement se produire un tel décalage sur l'excès alimentaire que l'on sait très bien que les problèmes à venir maintenant pour l'ensemble des médecins dans le monde seront ceux des maladies métaboliques, des maladies cardiovasculaires, des cancers liés à l'augmentation du poids et à l'augmentation de l'ingestion énergétique. Donc sur tous ces points-là, vraiment l'équilibre est à retrouver probablement. On pourrait dire, pas de jeûne, mais réduire son alimentation, certainement que ça a un bénéfice par rapport à ce que nous faisons spontanément. Est-ce que le jeûne est conseillé avant une chimiothérapie pour cancer, demande Alors là, il y a un grand débat là-dessus, parce qu'en fait, il n'y a pas d'études aujourd'hui suffisamment importantes en nombre pour dire que, effectivement, si on utilise avant une chimiothérapie le jeûne, on va stresser la cellule, favoriser la pénétration du produit plus dans les cellules cancéreuses qui ont un stress un peu particulier par rapport aux autres. Et donc, en fait, il y a un tas d'études qui sont en train de se préparer, de se faire, et peut-être qu'un jour, on utilisera effectivement le jeûne séquentiel dans ces moments. Mais attention, l'idée est séduisante, mais... L'idée est séduisante, mais attention, ne pas utiliser le jeûne quand on a, à ce moment-là, déjà un cancer et qu'on a un traitement chimiothérapie comme ça, en disant, si je jeûne, finalement, je ne vais pas nourrir mon cancer. Eh ben, en général, ça se passe très mal. Il y a une très belle expertise collective qui a été publiée l'année dernière par l'INSERM sur le sujet, justement, du jeûne thérapeutique. Il y a une seule étude qui a été faite dans des conditions, je dirais, correctes, correspondantes au canon de la recherche. Et il y a une demi-douzaine d'études en cours, en particulier sur ce sujet. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y en a certaines qui sont ouvertes depuis 5 ans et qui n'ont toujours pas ni recruté le nombre suffisant de sujets pour pouvoir apporter la preuve, et que la difficulté de l'observance, fait de se maintenir à ça dans des conditions extrêmement difficiles comme le cancer, fait toute la problématique. C'est-à-dire on est prêt à se donner à cela pour des raisons philosophiques, mais recruter dans une population ouverte à témoins, c'est très difficile de pouvoir y arriver. Il ne faut pas le faire sans en parler évidemment à son médecin, c'est très important. On a pas mal de témoignages de gens qui nous envoient des SMS pour dire qu'ils le font sans aucun encadrement médical. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Est-ce que je parle demain ? Vous voulez parler quelque chose tout de suite ? Demain. Alors demain, dans le docteur, on répondra à toutes vos questions sur l'hypertension. Vous verrez que cette affection peut toucher les gens même jeunes. Donc on parlera évidemment dépistage. Et je vous rappelle que nous recevrons Jean Piat. Et puis, un petit clin d'œil humoristique. On a un téléspectateur qui est un fidèle de l'émission depuis des années et qui dessine pratiquement tous les jours en fonction du thème d'Allo Docteur. Il nous a envoyé ça ce matin. Le jeûne, bon ou mauvais pour la santé d'une cougar, le jeûne est primordial. Voilà, il s'appelle Pat Foll. C'est un fidèle qui nous envoie ça. Vous aurez, je crois, il y a le site sur lequel vous pourrez voir d'autres œuvres. Humourdemalade.fr. Voilà, si vous voulez voir ce qu'il dessine. Et merci à lui pour cet envoi. On vous retrouve demain à 13h40 pour une nouvelle émission du magazine de la santé d'Allo Docteur. À demain. Très bon après-midi. Au revoir.